Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Bonjour. Hey, ça va? Bonsoir. 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 Bon, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Michel Turquet. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, j'ai le plaisir de le connaître personnellement, dans le sens, c'est le pédiatre de mes enfants, mais bon, je pense que vous avez été pédiatre de bon nombre d'enfants à la Réunion depuis que vous êtes là. Le mieux, c'est que je vous laisse vous présenter, parce que, en fait, on était en train d'en discuter, mais son CV est impressionnant. Et j'aurais peur, franchement, de ne pas être à la hauteur de la présentation. Je préfère vous laisser la parole à ce niveau-là. On peut commencer alors. On peut commencer, Voilà. on est Écoutez, sur... merci Madame Marvilliers d'avoir fait appel à moi. Et pour des sujets qui m'intéressent, je n'ai pas l'habitude de refuser. Je suis plutôt assez passionné de nature. Donc, je ne vais pas vous faire une conférence ni un long discours. J'ai pris quelques notes et je crois que ce qu'il faudrait, c'est que je crois ce soir que vous ayez beaucoup de questions à poser auxquelles j'essaierai de répondre. Car il y a un certain nombre de notions que vous connaissez, donc je ne veux pas avoir l'air de rabâcher. Donc bon, c'est sûr que l'expérience que je peux avoir est, disons, un petit peu ancienne sur le contact avec les enfants, surtout bien sûr dans le cadre médical, mais aussi dans pas mal d'activités que j'ai pu avoir, associatives ou autres. J'ai eu l'occasion de travailler avec le professeur Montagnier, avec Testu, qui ont beaucoup publié sur les rythmes scolaires, sur les rythmes des enfants. Moi-même, avec d'autres, on a publié un certain nombre de choses qui sont anciennes maintenant, qui datent de 1994-96, mais malgré le temps qui passe, il y a un certain nombre de choses qu'on a pu dénoncer qui ne s'améliorent pas. Il y a encore pas mal de choses dans notre système éducatif sur lesquelles on pourrait épiloguer et dire beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour critiquer le système éducatif, hein, je ne suis pas compétent. Je suis là surtout pour essayer de faire un petit peu le point sur... j'ai intitulé le topo « Les causes de fatigue chez nos enfants ». Parce que ça, c'est un problème que je connais un petit peu. Les causes de fatigue chez les enseignants, je sais qu'ils existent, mais je ne suis pas compétent pour en parler, bien que j'ai des enseignants parmi mes enfants. Alors, donc, disons, j'ai juste préparé un petit plan, et puis après, vous allez poser des questions. Oui, c'est le principe. Hein. Parmi ces différentes causes de fatigue, une des premières et qu'on a tendance à négliger, c'est le manque d'activité physique. C'est sûr. L'immobilité prolongée est source de fatigue. Chacun sait que les métiers, les adultes qui ont des métiers, la secrétaire qui est assise toute la journée, celui devant son ordinateur, cette immobilité est fatigante. Et les enfants, plus que d'autres, bien sûr, pour des raisons métaboliques scientifiques sur lesquelles je ne me présenterai pas, ce manque d'activité physique est vraiment source de fatigue. C'est assez important. Après, on peut voir quelles sont les différentes causes. Il est certain que dans notre système éducatif, la part de l'éducation physique est un petit peu le parent pauvre, en sachant que ce n'est pas 1 heure ou 2 heures d'éducation physique de temps en temps qui vont résoudre les problèmes. Cette activité physique, il faut qu'elle soit régulière, quotidienne. Donc, ce n'est pas l'éducation nationale qui est responsable de tout, mais aussi les parents qui doivent tout faire pour que leurs enfants aient l'occasion de bouger. Et c'est surtout valable chez les enfants, disons, encore relativement jeunes, c'est-à-dire les classes charnières, c'est le cours préparatoire. En école maternelle, il y a une activité physique qui est régulière, qui fait partie un petit peu de la vie des enfants, mais à partir du CP, et le CP est vraiment la classe charnière, il est certain que cette part d'activité physique, elle devrait être beaucoup plus importante qu'elle n'est actuellement. L'autre point important, donc après vous me poserez des questions là-dessus, l'autre problème important et qui m'est cher, c'est le manque de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a un manque de sommeil chronique chez tous nos enfants, c'est sûr, pour lesquels il y a un certain nombre de causes qui sont... les parents sont un petit peu responsables. Enfin, c'est pas un problème facile. Et sur le sommeil, je pense que vous aurez pas mal de questions à poser, en sachant que les besoins de sommeil sont très variables selon les individus. Ça, c'est quelque chose de génétiquement déterminé. C'est valable chez l'enfant comme c'est valable chez les adultes. Pour, disons,
schématiser un petit peu et déblayer un petit peu le terrain, vous avez en gros des besoins donc, qui sont variables selon les individus, chez l'adulte comme chez les enfants, et qui peuvent varier de 3 heures entre ce qu'on appelle les petits dormeurs et les gros dormeurs. Donc c'est quand même assez important. Et ça de façon génétique. Donc il est certain que les petits dormeurs sont avantagés. Hein, chez les adultes, ça leur permet de travailler plus. Hein. Les gros dormeurs, bon, ben, il faut le savoir et il faut arriver à satisfaire ces choses-là en sachant que la gageure, le problème le plus difficile et qui est souhaitable, c'est d'arriver à obtenir chez nos enfants un réveil spontané le matin. Si vous avez un réveil spontané, c'est que votre enfant aura eu la quantité de sommeil dont il a besoin. Si vous n'avez pas un réveil spontané, si vous êtes obligé de le réveiller, c'est qu'il a manqué de sommeil. Ça, c'est pas facile à résoudre, ça pose le problème de l'heure du coucher, ça pose des problèmes d'organisation, ça peut être des problèmes de transport pour aller à l'école. Enfin, les causes sont multiples, mais c'est un problème important. Donc on va parler de la sieste, je veux juste vous parler du plan. Donc le manque d'activité physique, le manque de sommeil, le surmenage scolaire avec souvent des horaires, des temps de classe qui sont très lourds pour certaines tranches d'âge. Là, j'ai certains exemples d'enfants en première année de collège qui ont le matin cours de 7h30 à 12h30. 5 heures de classe d'affilée. C'est de la folie. Bon, en sachant que plus on avance en âge, plus l'enfant s'adapte, bien sûr, à un nouveau rythme. Hein, les enfants petits en classe primaire, notamment au CP, il est certain qu'ils ont des capacités d'attention qui sont moins importantes que les enfants qui rentrent au collège. Donc ça, il faut le savoir. Je pense que vous aurez des questions à poser, mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'exploitation des capacités d'attention chez les enfants. Il y a des horaires qui sont favorables, des horaires qui le sont moins. Bon, voilà l'essentiel des points sur lesquels je pense que vous aurez des questions à poser, en sachant qu'il y a un autre problème important, c'est le problème de maturité décalée. C'est-à-dire que vous avez des enfants, il ne faut pas parler de retard, mais de maturité décalée. Vous avez des enfants qui sont aptes à apprendre à lire, à écrire en grande section, d'autres qui ne seront capables d'écrire à écrire tout en étant parfaitement normaux qu'en CE1. Voire même en CE2, et ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il est normal que vous ayez des classes, d'une part, hétérogènes, mais c'est sûr qu'on a trop tendance à parler de retard chez l'enfant, alors que la plupart du temps, c'est un problème de maturité dont il faut tenir compte. Et il est certain que pour des classes hétérogènes, c'est pas facile pour des enseignants hein, d'avoir un enseignement qui va s'adapter justement aux grandes différences qu'il y a entre chaque élève. Et bon, voilà les gros points dont j'aimerais qu'on puisse discuter. Bon, après, un problème tout à fait important, mais annexe, sur lequel on ne peut pas s'appesantir, c'est-à-dire qu'il faut savoir dépister tôt les 10, c'est-à-dire les enfants qui ont des problèmes de vue, des problèmes d'audition, des problèmes de langage ou autres, qui sont des problèmes médicaux, mais qu'il faut diagnostiquer tôt, hein, de façon à ce que l'enfant ne prenne pas de retard, et ça qui peut les handicaper au point de vue scolaire. Et ce dépistage, il est certain que les parents sont responsables, mais les enseignants sont aussi très, très responsables. Donc s'ils voient un enfant qui a quelques difficultés de langage ou de compréhension et tout, ils doivent le signaler rapidement aux parents, puis éventuellement aux médecins. Là, on tombe dans un domaine médical qui va pouvoir déboucher sur une rééducation de l'orthophonie, enfin un certain nombre de choses, où les enfants qui n'entendent pas bien, certains, vous avez des retards qui sont dus à des troubles de l'audition qui sont diagnostiqués très tard. Ça, c'est dramatique de passer à côté pendant des années, hein, des enfants qui sont seulement un petit peu sourds. Donc ça, c'est des choses qu'il faut dépister assez tôt. Voilà ce que je voulais dire au point de vue, disons, au plan des grosses questions que j'aimerais qu'on puisse aborder ce soir. Donc maintenant, j'attends vos questions. Merci. Michael. Je me présente. Vas-y. Ouais. Donc Michael Vautier, moi je suis enseignant-chercheur en psychologie. J'ai travaillé, pas sur les questions des rythmes, mais ça m'intéresse évidemment la question des rythmes biologiques parce que j'ai des interrogations des futurs enseignants
là-dessus. Juste pour compléter ce que vous avez dit par rapport à la... Puis après, on discutera, hein. J'essaierai de vous apporter aussi des éléments de réponse que j'ai. Sur les sources de fatigue, le fait de ne pas faire assez d'exercice physique, une étude récente américaine a montré une différence entre les enfants qui sont amenés à l'école en voiture et les enfants qui marchent à pied pour aller à l'école. Et en fait, on s'est rendu compte que les enfants qui prennent un temps de 15-20 minutes, marcher, de faire un exercice physique pour aller à l'école, eh bien, développent des capacités de concentration et d'attention supérieures à ceux qui sont plutôt passifs dans la voiture. Voilà. Donc le fait de faire du sport les aide à être plus efficaces, enfin du sport, en tout cas de marcher avant d'aller à l'école, il semblerait que ça les aide à être plus efficaces en termes d'attention et de concentration à l'école. Sur la question du manque de sommeil et du réveil spontané. Alors ça c'est très intéressant, c'est parce qu'en fait on a en nous des rythmes biologiques qui sont des rythmes biologiques internes, et lorsque l'on est capable d'écouter ces rythmes biologiques, eh bien en fait on devrait, c'est ce que vous dites, on devrait pouvoir s'endormir quand on a sommeil et se réveiller quand on en a besoin. Le problème c'est qu'on pourra en discuter, aujourd'hui le temps de sommeil des enfants diminue, les écrans, voilà, les écrans ils sont pour beaucoup, la gestion des écrans par les parents c'est quelque chose de compliqué, et c'est vrai que génétiquement on n'est pas tous programmés de la même façon par rapport au sommeil, et en fait l'idée c'est que il faudrait un maximum, mais vraiment un maximum de régularité. Ça c'est ce qui va primer chez l'enfant, même chez l'adulte aussi, par rapport à l'heure de sommeil et par rapport à l'heure de réveil. Plus c'est régulier, plus c'est installé dans le temps, plus c'est réparateur, et c'est important pour l'enfant, notamment dans les rythmes de sommeil. On verra si vous avez des questions là-dessus sur où le sommeil n'a pas la même fonction en début ou en fin de cycle. Ouais, voilà. Si on veut parler de l'étude scientifique du sommeil, on peut y passer la journée, donc je crois qu'on ne peut pas trop détailler, mais il est certain que le fait d'arriver à un réveil spontané le matin, c'est l'idéal, donc ça pose le problème de l'heure de coucher. Et c'est pas tout juste pour un gros dormeur, puisque les gros dormeurs sont handicapés par rapport aux petits dormeurs. Il est certain que ces enfants-là, c'est difficile de faire coucher un enfant à 8 heures s'il a besoin de 12 heures ou 13 heures de sommeil. Certains peuvent avoir que 8 heures ou 9 heures de besoin. Donc c'est difficile à résoudre dans une famille. C'est d'autant plus difficile quand il y a plusieurs enfants avec des besoins qui sont différents. C'est vrai que ce problème de sommeil est difficile à résoudre. J'ai lancé quelques grands chapitres. Je ne sais pas si le problème quand on parle du sommeil, il y a le problème de la sieste qui se pose dans certaines écoles. Et statistiquement, on sait que si les enfants au cours préparatoire, au CP, oui, avaient l'occasion de faire la sieste, vous auriez 20% d'enfants qui feraient la sieste, si on leur donnait la possibilité de faire la sieste pendant c'est pas négligeable. Ce qui est quand même assez important. Donc, à partir du moment où ils ne peuvent pas faire la sieste, parce que le sommeil à rattraper, ça peut guère se faire que les jours fériés ou le dimanche. En sachant que pendant très longtemps, on disait que le déficit de sommeil ne pouvait pas se rattraper, c'est pas vrai. Un déficit de sommeil, si vous avez un enfant qui est en déficit de sommeil, laissez-le dormir les jours où il ne va pas à l'école, et le dimanche en particulier. Ce qui pose le problème des activités, disons, d'éveil ou activités extrascolaires, les jours fériés ou les dimanches. Le catéchisme, qui est une autre activité, c'est aberrant de faire le catéchisme à 8 heures le matin. Le dimanche, je ne sais pas où ça en est dans certaines paroisses, mais bon, le dimanche matin, laissez-les dormir. Vous faites le catéchisme à 10 heures ou à 11 heures, mais pas à 8 heures le matin. C'est un manque disons, presque de considération pour les besoins physiologiques des enfants. Et ça, c'est un peu par, disons, méconnaissance des problèmes. Le problème, c'est qu'on les connaît quand même, tous ces problèmes et toutes ces notions en fait de fatigue. On les connaît, mais tout le monde ne les connaît pas. Non mais on les connaît. À l'Éducation nationale, nous les connaissons. Et pourtant, encore aujourd'hui, il y a 2 ans, j'avais des premières S qui faisaient des journées de 9 heures quelquefois de cours. On les connaît. On sait que c'est impossible, et pourtant on ne fait rien de moins.
On va pas. Ce que je veux dire, c'est que on a connaissance de ces difficultés de concentration pour un élève sur des heures et des heures. Et pourtant, on a des emplois du temps qui sont fixés, on n'a pas le choix. On sait que c'est fatigant pour un élève, mais on fait quand même. Ça ne devrait pas. On ne devrait pas faire ça. Mais que faire? Comment faire autrement? Ah oui, non, mais c'est pas facile. Là, vous parlez des problèmes de concentration. Bon, on sait statistiquement que les élèves, surtout surtout des enfants des écoles primaires, hein, à partir du moment où on avance en âge, on a une capacité d'adaptation qui est meilleure. Mais les enfants du primaire, j'en viens au CP qui est quand même la classe charnière, sont des enfants qui ont des capacités d'attention qui ne commencent à être bonnes qu'à partir de 9 h le matin. C'est-à-dire, bon, ils commencent l'école à partir de 8 h, il faut que les enseignants sachent que cette première heure, il faut qu'elle soit consacrée à des activités, à des matières qui ne nécessitent pas trop d'attention. C'est sûr. À partir de 9 h et jusqu'à 11 h, 11 h 30, là, les capacités d'attention sont bonnes. Puis elles reprennent l'après-midi à partir de 14 h 30, 15 h. Et par contre, l'après-midi, plus on avance dans l'après-midi, plus les capacités d'attention sont bonnes. Or, l'enseignement s'arrête en général vers 15 h, 15 h 30, 16 h, mais l'activité intellectuelle à 17 h, 18 h est en général de très bonne qualité. Les capacités d'attention et de mémorisation sont bonnes. Le travail du matin étant plus favorable à une mémorisation à court terme, et le travail du soir plus pour une mémorisation à long terme. Bon, voilà un petit peu un schéma. Il y a une montée en puissance de la capacité de 9 h à midi, et puis après ça reprend de 14 h. Ça reprend 14 h. Non, après 17 h, non. Non, jusqu'à 17 h. Non, mais ça peut continuer. Ça peut continuer jusqu'à 18 h. Oui, le soir, c'est pas limité. Bon, on ne va pas à l'école après 17 h, mais